Ou c'est Kléber qui me le disait, que vous vous êtes fait opérer des yeux. Oui, la cataracte, les deux cataractes, et c'est pas une réussite terrible. C'est-à-dire que mes yeux, bon, ils sont très bleus, ils sont très beaux, Oui. mais ils voient pas beaucoup, et je sais pas. Voilà, vous êtes bien là, comme ça. Je vais m'asseoir là. Ou je vais m'asseoir. Non, je vais m'asseoir. Parce que j'ai des yeux très bleus et d'un très beau bleu. Mais il faut que je les ouvre. Mais attendez, les yeux, ils sont toujours J'ai bleus. des mains extraordinaires. Mais c'est vrai que vous avez des belles mains. Non, j'ai des mains rarissimes. Ah bon, de quel point de vue? Parce qu'elles sont rouges là. Elles sont coupées. Je suis une espèce de comment pourrais-je vous dire? Oui, elles sont coupées. Oui. Et de naissance, elles ont toujours été comme ça. Ouais. Ça alors? C'est une curiosité anatomique, quoi, en quelque sorte. Oui. Oui. Et nous sommes très très rares à avoir ça. Ah ouais. On est presque comme les Néandertals, maintenant qu'on sait que les Néandertals et les sapiens Néandertals et sapiens se sont mélangés. Ah oui, vous avez vu ça un peu. Ah bah je ne l'ai pas un peu vu. Vous l'avez bien suivi. On en était certain avec Philippe. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez, ce que j'ai de tout à fait exceptionnel, c'est quoi ça? C'est votre fil. Attendez, oui, j'écoute. Ouais. Ce que j'ai de tout à fait exceptionnel, ce sont mes yeux. Ben là, ils sont bien malades, les pauvres. Bon, mes mains, parce que des mains, là, allez-y, vous voyez, où on est rouge comme ça, classé. Oui, oui. C'est presque... Bon, je sais pas. Ça vient peut-être des Celtes, de la Bavière, de la... Ah oui, vous croyez? Je ne crois rien, monsieur. Je dis que j'ai des mains d'une couleur exceptionnelle. Bon, alors parlez-moi un peu de la première fois que vous avez rencontré mes parents. C'était dans quelles circonstances? C'était un peu compliqué parce que je crois que Guichard était maire des Aisies. Ouais. Que Philippe Rossillon, Jean Guichard, était maire des Aisies et Philippe Rossillon était maire de Bénac. Bon. Et qu'en Périgord, entre maires, ça suppose qu'on soit apprécié ou bien qu'on ait combiné un certain nombre d'alliances pour pouvoir être maire. Bon. Et être maire, c'est vraiment un engagement extraordinaire. Ça veut dire qu'on va faire du travail qui n'est pas récompensé, mais où on s'occupe de la population. Bon. Je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai connu votre père. Une histoire une histoire. Voilà. Et puis ensuite, naturellement, nous étions fous de préhistoire. C'est-à-dire que nos deux fils, nos deux neveux et tous les enfants qu'on recevait chez nous, on allait grotter. Alors, grotter, ça veut dire, on va dans une grotte et on entre pour voir ce qu'on va voir. C'est vrai que c'était un peu ridicule, parce que mon Philippe Rossillon, n'est-ce pas,
a dit, on va mettre l'enfant pour entrer dans le trou. Si tu veux voir, oui. Et on va lui attacher une corde au pied. Bon, je dis non, 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 parce que l'enfant, tu peux pas. Et si tu veux attacher une corde au pied, on va mettre le chien. Donc nous avons mis notre chien Crompir en avant, avec une ficelle au pied. Et en réalité, Crompir ne s'intéressant qu'au putois et aux autres bêtes qui attachent les chiens, n'est pas allé très loin. Et nous avons rattrapé nos 4 garçons dehors. Ensuite, nous sommes rentrés dans la grotte de Canredon, qui est une grotte absolument superbe à Beynac, et, mais à concrétion. Il n'y a pas de peinture. Et il fallait entrer par une propriété particulière, où on avait encore la possibilité d'entrer, et ensuite il fallait se pousser par des couloirs souterrains. Nous avions invité nos amis de Beynac, dont une femme absolument extraordinaire qui était comme une amie, n'est-ce pas, pour rentrer. Et elle passait pas entre 2 stalactites. Alors Philippe la poussait en disant « Allez, allez donc !» Hein? Bon, elle passait pas, elle était un peu grosse, bon, elle passait, et puis ensuite, nous avions emmené un ami, et on descendait avec des cordes, on n'avait presque rien, hein. On avait des lampes électriques accrochées aux mains, bon, pour être sûr de ne pas les perdre. On avait vaguement quelque chose, et on avait des cordes que nous avions lardées. C'est-à-dire, pour que la corde soit bonne, on l'avait passée au lard. Puis voilà que un ami qui ne comprend rien à rien, qui descend, et qui hurle « Je suis perdu, cherchez une pierre sur la tête. » On le retire. Bon, ça c'est l'introduction. C'est pour vous dire que, bon, ça n'y est partout, c'est l'introduction. C'est pour dire que vos parents ont été un peu mes initiateurs. En ce sens que, bon, nous, on allait dans des grottes, mais nous n'avions pas vraiment l'idée de ce qu'on pouvait trouver. Qu'on pouvait apprendre. Et en fait, on est parti de l'Aurignacien, nous sommes allés voir d'autres préhistoriens. Ouais. Alors, est-ce que mes parents vous ont appris à reconnaître les industries lithiques, c'est-à-dire oui. Justement les oui, oui, parce qu'une feuille solutréenne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, je n'ai toujours pas compris, puisqu'on ai discuté avec vos parents, à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est qu'une feuille solutréenne? Ça sert à rien. Bon. Donc on a
ça a peut-être commencé vraiment par la recherche de silex très simple. Et ensuite, on s'en va vers des créations de plus en plus compliquées, en fait pas efficaces du tout, qui ne sont plus que des œuvres d'art. On passe de l'outil à l'œuvre d'art. Bon. Mais c'est pas ça que les Guichard m'ont appris. Parce qu'ils avaient une qualité extraordinaire de prof. C'était de véritables profs. Bon. Donc j'ai demandé une année qu'on emmène les enfants surdoués, pas plus surdoués que mes pieds, pour faire une sorte de compréhension de ce qu'était la préhistoire. Bien. Alors, il a fallu qu'ils comprennent d'abord qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir, on dormait quelque part. Pas d'endroit chauffé. Bon. Je crois que ça a été très difficile. J'ai pris une année, 9 garçons, je crois. Et vos parents sont venus pour voir un peu comment on pouvait faire. Nous les avons emmenés dans les sites en disant, voilà, vous allez vous comporter comme des hommes préhistoriques. Ben, je vais vous dire, ça n'a pas plu du tout. Parce que comme ils étaient habitués à l'eau chaude, et enfin, c'était la première, comment dirais-je, une espèce de compréhension de la préhistoire qui en fait n'était pas compréhensible. Bon. Je me souviens de cette opération. C'était au CPIE. Oui. Et vous les aviez lâchés la nuit, il fallait qu'ils se débrouillent dans la Il fallait qu'ils se débrouillent, c'était affreux. Et on leur avait dit, pour avoir chaud, je ne sais pas si c'était ça, on leur avait dit, pour avoir chaud, il faut se couvrir d'ocre. Bon. Alors, ils étaient couverts d'ocre, bon, les garçons c'était pas mal, les filles c'était encore pire. Après, il fallait, alors là c'est pas de la préhistoire, hein, c'est de la néo-histoire, faire des pots pour savoir où on pouvait quand même manger, faire sa nourriture. Ça n'a pas marché du tout. Vos parents ont fait tout ce qu'ils ont pu. Hein. Et moi aussi, je le reconnais. Philippe faisait dubitatif, mais enfin pensait que c'était pas mal. Donc je crois que nous sommes allés dans pas mal de grottes, de la vallée de la Vézère et de la vallée de la Dordogne. Bon, pour que les enfants comprennent, en été, pas en hiver, que coucher par terre, manger ce qu'on trouvait, pêcher du poisson, c'était faisable. C'est grâce à vos parents que j'ai pu faire ça. Je ne suis pas sûre que j'ai vraiment réussi. Cette espèce de présentation de la préhistoire ou de la néo-histoire, hein. Soyons pas trop ambitieux. Ouais. C'est-à-dire, excusez-moi de vous couper, juste une question pour préciser, c'est-à-dire que votre idée, c'était de mettre des surdoués dans des conditions où ils devaient faire preuve d'intelligence justement pour s'en sortir, c'est-à-dire pour dormir, manger, pas avoir froid, et vous dites que les résultats n'ont pas été très bons, quoi. Bon, alors moi je voudrais, s'il vous plaît monsieur, que vous enleviez le truc surdoué.
Oui, alors... Mettez jeune vocation, des enfants de jeune vocation. Parce que ils étaient peut-être surdoués de la tête, et ça prouve bien qu'on peut avoir des qualités, je dirais... Non, moi je ne fais aucune discrimination. Ils ont été... Je crois qu'ils avaient réussi à faire un pont sur la Beune, n'est-ce pas? C'est ça, hein, je crois. Un petit pont. Le petit pont sur la Beune, monsieur, avait été déjà fait par les menuisiers du coin. Parce qu'un petit pont sur la Beune, non. Je crois qu'avec vos parents, j'ai passé un moment exceptionnel qui consistait à dire comment est-ce qu'on se débrouille. Comment est-ce qu'on se débrouille? Bien, je vais vous dire, en tout cas, les gosses, que évidemment un peu des bourgeois de l'époque, mais jeunes, qui avaient dans la tête toutes sortes de choses, qui ont parfois réussi, étaient incapables de franchir un ruisseau. Mais pour vos parents, je voudrais vraiment dire que nous avons fait une fouille, une fausse fouille. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux, une fausse fouille. Entre les Jésus et Beinac, une fausse fouille. C'est-à-dire qu'on avait préparé une fosse où on avait mis toutes sortes de cailloux différents, recouvertes, et puis les enfants pouvaient, en grattant avec des pinceaux, enfin, en faisant une fouille, découvrir des choses. Tout était faux. On n'avait pas mis, on avait taillé de très beaux silex aurignaciens, toutes sortes de choses, de toute époque. Et les enfants devaient chercher. On avait aussi fait une fosse à mammouth. Je pense, si vous voulez, que les efforts d'éducation que vos parents, parce que les histoires d'ocre, on se couvre d'ocre, on est tout nu, vous vous rendez compte, avaient moyennement marché. Les efforts de vos parents pour faire comprendre à des enfants dits surdoués, dont je pense qu'ils étaient certainement sous-doués, puisqu'ils n'avaient peut-être des choses à la tête, mais ils n'avaient aucun moyen. Et j'avais reçu dans ma propriété de la Déviade, qui est une maison que je garde, parce que c'est probablement la seule qui en Périgord soit authentique. Vous voyez, où on est la maison, le pigeonnier, la grange, oui, et quand je leur ai lavé les pieds, je vous dis avec un jet d'eau, ils ont considéré que j'étais sadique. Alors, nous avons fait cette expérience extraordinaire avec votre père et votre mère, que je vois encore, probablement dans les... entre les Aisies et Beinac, il y avait des... comment ça s'appelle? Non, des habitats troglodytes. Ah oui. Des habitats troglodytes. Et le jeu, qui était exceptionnel, après que tout le monde soit ocré, qu'on ait mis les silex, on ait fait des recherches, n'est-ce pas?
était qu'est-ce qu'il y a d'essentiel quand on est en tribu comme ça, je ne comprenais pas très bien, au niveau du glaciaire, et c'est de se chercher une femme. Alors là, ça a été très drôle, parce que nous avons essayé d'expliquer que de toute façon, manger n'était pas un problème. Alors que tout le monde pense que manger, non, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais que je trouvais une femme, c'était quand même mieux. Alors on a essayé, je crois que c'est avec votre mère, oui, de faire des rapts de jeunes filles. Attention, le monde était très jeune, et je ne suis pas sûre que nous puissions le raconter. Parce que j'avais des gamins et des gamines, j'avais d'abord pris rien que des garçons, ensuite rien que des filles, donc ils n'ont jamais été vraiment ensemble. Hein. Et j'ai expliqué aux filles, j'ai dit aux filles, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui est le plus intéressant chez vous? Incapable de comprendre. Bon, je dirais que j'ai essayé d'expliquer la préhistoire avec vos parents, et je pense que j'ai échoué. C'est pas que vos parents étaient exceptionnels, mais expliquer alors comment on passe d'un outil à un autre. Comment est-ce qu'on passe d'une vision entre hommes et femmes ou tribus à une autre? Je pense que la préhistoire est extrêmement mal enseignée, que des objets ne servent à rien, parce que la façon de vivre, c'est ça que j'ai essayé de faire avec vos parents, c'est comment est-ce que nos ancêtres vivaient. Bon. Pas avec les objets. Ma mère, c'était une de ses spécialités, d'essayer de faire comprendre aux enfants, quels qu'ils soient d'ailleurs, oui. Comment les hommes préhistoriques vivaient. Et elle oui. aimait beaucoup essayer. Mais oui, mais votre père aussi. Et alors, l'idée, c'était comment vivait-il? Alors, nous avons essayé. Je reconnais que nous avons essayé. Bon, moi, j'ai essayé avec des enfants 10 surdoués. C'est-à-dire qu'ils ont tout dans la tête et rien ailleurs. Bon, c'est embêtant. Je ne suis pas certaine que nous ayons réussi. Je ne pense pas, si vous voulez, que la façon que nous avions de présenter la préhistoire, parce qu'on s'est donné beaucoup de mal, nous avons fait dans un champ dont j'ai oublié le nom. Tout un système avec votre père où il s'agissait de piéger une bête pour manger, bon, et puis on n'avait que des silex pour couper. Nous avions apporté du saucisson. Ah, quand même. Se débrouille pour trouver à manger. Bon. Mais ils ont réussi à capturer un animal ou pas? Non. Ouais, pour le saucisson, par contre, coupé au silex, ça je peux vous le dire, il y en a 2 ou 3 qui se sont coupés les doigts. J'ai dit attention, hein! Pas un couteau, hein. Coupe au silex, hein. Ça coupe très très bien.
Oui, on a fait... Oui, on a inventé des trucs. Et alors, en dehors de cette expérience tout à fait singulière de mettre des jeunes gens... oui, des jeunes gens, oui. Est-ce que vous n'avez pas eu, par ailleurs, et il me semble me souvenir que si, est-ce que vous n'avez pas eu une activité, vous, de soutien du musée, de l'association des amis du musée, avec... Si, j'ai tout à fait soutenu le musée, oui. Mais oui, j'ai tout à fait soutenu le musée, parce que votre père, de temps en temps, avait envie d'un objet. Bon. Vous savez, j'étais très modeste. Comme il ne pouvait pas venir, j'allais à la salle des ventes et demandais d'enchérir pour telle et telle chose. Nous n'avons pas acheté grand-chose. Ce sont d'ailleurs des dépôts chez les dossiers. Hein. Ce sont des dépôts au musée des Hérésies. Je crois que ce qui est plus beau, c'était un os qui était gravé d'un renne, et qui tournait là. Et ça, je crois qu'il est au musée. Je crois que mais bon, et il y avait d'autres petits éléments, des microlithes là, emmanchés sur des bois. Je ne sais pas ce qui reste. Et ça se vendait à Drouot, c'est ça? Quoi? Ça se vendait à Paris dans des hôtels de vente, oui, c'est ça. Ça. Et comment mon père était au courant qu'il y avait tel ou tel vente? Voilà, il était au courant et il me disait, est-ce que vous pouvez enchérir? Alors, c'est vrai que je l'ai fait, et je m'en souviens très bien, pour cet os, qui est d'ailleurs, je pense qu'il est exposé, c'est un os gravé, bon, ne me demandez pas à quelle période, etc. Bon. J'ai acheté d'autres petits trucs, des toutes petites flèches là, qui ne sont pas parvenues, il en a manqué une, enfin bref. Oui, puis j'ai donné tellement de choses, vous savez. Et est-ce que vous savez si, oui ou non, l'objet exposé actuellement, est-ce qu'il y a marqué don de Madame Rossillon ou pas? Non. Vous ne le savez pas? Mais je ne le sais pas parce que je considérais que ça n'avait pas d'importance. Guichard, ne me faites pas rire, ça n'a aucune importance. Oui, non, d'accord, mais... ce que je donne. À l'époque de mon père, je pense que ça devait être indiqué. Mais maintenant... J'ai un dossier. Je n'en suis pas sûr. Maintenant, je n'en suis pas sûr. J'ai un dossier. Parce que vu que mon père, il n'y a même pas son nom, alors le vote, il n'y a peut-être pas non plus. Hein. Ce qui est quand même scandaleux. Je trouve que de toute façon... Vos parents ont fait un travail absolument fantastique. Fantastique. Hein? Intéressés par tout, s'intéressant à tout, essayant d'enrichir le musée par tous les moyens, bon, en plus. Et le local, votre père. Bon. Ils se sont donné un mal de chien, et j'ai pour eux une admiration, je vous dis, extrême. Et il m'appelait, oui c'est vrai, il m'appelait, qu'est-ce que j'ai encore été acheté et que j'ai raté? Vous savez, c'est pas facile. Oui, essayez d'acheter, je ne sais plus quel objet. Voilà. Et ils se vendaient à la même époque des objets mérovingiens qui ne valaient rien. Des boucles de ceinture mérovingiennes qui ne valaient rien. Je me suis dit, tu ferais mieux de les acheter quand même. Ben, vous achetez quelques objets. Bon, enfin, je dirais que le musée des Hérésies pour moi, ce sont vos parents. Oui. Et aussi bien votre mère. Parce que quand on a été faire ces espèces qu'est-ce qu'on a donc été faire comme bêtises pour que les filles soient couvertes d'ocre?
Je ne sais pas. Et vous l'avez vu, le nouveau musée tel qu'il est? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le trouve très bien. Moi non plus. Vous ne trouvez pas bien, non? Je trouve très bien. Je le trouve très bien. D'autant plus que ça m'a valu un procès verbal. C'est-à-dire? C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. J'allais en octobre, tranquillement, parce que je savais qu'il n'y aurait personne, regarder ce musée, et je me suis dit, j'ai coulé un stop. Bon, très bien, osez-y. Très bien. Le nouveau musée, je le trouve incompréhensible. Mais en même temps, c'est assez beau. Ah, architecturalement. Oui. Non, mais pas architecte. Ah non, pas du tout. Je ne parle pas d'architecture, je parle de la présentation des pièces. Eh bien, la présentation des pièces est très intéressante. Mais elle est intéressante pour des gens qui ont bac plus 7. Absolument. Vous voyez, si vous emmenez une école, ils ne peuvent pas comprendre. Hein? Il faut bac plus 7, il faut être formé en préhistoire, il faut avoir une idée des choses, il faut comprendre comment ça s'est passé. Bon, alors moi j'ai essayé de faire un musée de néo-histoire à Baynac, je le ferme, hein, expliquer bon, comment on passe d'une casserole à un pot, ou d'un pot à une casserole, d'un couteau suisse à un silex. Et ce que je peux vous dire, c'est que le plus beau musée en l'état, le plus intéressant, est celui de Neuchâtel, en Suisse. Vous avez été le voir? Non. Allez à Neuchâtel, parce que c'est une vitrine absolument extraordinaire. Ils commencent par bon, ce qu'ils pouvaient couper et ils finissent par un couteau suisse. À 6 lames. Bon, alors, si vous voulez que vous, naturellement, il faudra que vous fassiez, vous coupiez un peu. Ah bien sûr, madame, bien sûr. Hein, bien sûr, vous bien allez, sûr, bien parce sûr. que je peux dire. On va terminer, on va terminer. Simplement, voilà. Encore une question ou deux, mais après on termine. Voilà. Je peux apprendre. Est-ce que vous permettez que je vous invite à déjeuner? Bah, si vous voulez, madame. Bah oui. Mais par contre, il y a un seul problème, et là vous allez bondir. Mes parents doivent se retourner dans leur temps, c'est que je suis végétarien. Alors, donc si vous avez juste une petite salade ou un petit... Ah, vous êtes végétarien, ça me gêne pas du tout. Voilà, c'est tout. Hein, ah oui, de toute façon. Alors, donc, après j'arrête, juste en dernier mot... Et puis vous couperez, hein, parce que je ne peux pas tout faire. Hein. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais dire à la fois des bêtises et des choses. Non, mais je veux dire tout le monde, je coupe tout le monde, je fais un montage. Voilà. Donc, vous vous souvenez quand même de la maison de logerie, là où ils habitaient aux Aisies, avec la bibliothèque et tout. Vous êtes jamais venu chez mes parents? Non, d'accord. Vous n'êtes jamais venu aux Aisies, chez mes parents. Ok. Et attendez, je vais vous montrer un truc et vous allez peut-être ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Regardez. Ça a été la dernière chose qu'ils aient faite en préhistoire. Ça a été et c'est sous la présidence de Philippe Rossillon, secrétaire général, monsieur Philippe Rossillon. C'était l'exposition de l'Union latine. Bon, ça c'est à moi. Oui, c'est la Vénus. Voilà. Ça c'est la Vénus de l'Ocel. Hein. La Vénus de l'Ocel. Oui, c'est pas la peine de me le dire, je sais. Oui. Mais. Ah oui. C'est une exposition qu'ils avaient faite et ça a été la dernière chose qu'ils aient faite avant de... Écoutez, pour moi, c'était, comment dirais-je, vous savez, c'est difficile d'avoir des amis, et il faut qu'on partage. Ah oui, oh là là, oui.
Mais, comme m'a dit Kléber, ils sont complètement dépassés. Tu peux jeter par terre tous tes ouvrages de préhistoire. Parce que ça avance. Non, parce que ça recule. Enfin, oui, dans le temps. Mais je veux dire, la science ça recule. Alors, la grotte Chauvet, bon, sera fermée. Tout va être fermé définitivement. Hein. On fermera toujours. Alors, Kléber a eu l'idée stupide, oh là là, de faire le petit train de l'Ardèche pour monter à la grotte Chauvet, mais c'est fini. Maintenant, tout sera fermé. On en découvre sans arrêt. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Cussac, là? Qu'est-ce qu'on a découvert à Cussac? Et ils ont découvert des trucs. Alors, ils ont découvert des trucs sous-marins, mais ça, c'est normal. La Méditerranée a changé de 150 mètres. Bon. Ouais. Et vous vous souvenez de Hubert de Comarque? Pardon? Hubert, vous vous souvenez? Très bien. Ah ben lui aussi, il a bougé pour la vallée de la Bonne. Hubert de Comarque, je l'appelle yeux bleus. Ouais, yeux bleus, dents blanches. Il n'a rien dans la tête. Il avait beaucoup d'énergie. Oui, il a de l'énergie, mais enfin, il n'a rien dans la tête. C'est embêtant quand même. Et Madame Belon, vous l'avez connue? Oui. Non, pas tellement. Pas tellement. Et je crois que Madame Belon nous a beaucoup aidés. Ah oui. Toute la vallée de la Vézère. Alors maintenant, moi je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Fayolle, vous connaissez Fayolle? Je l'ai interviewé. Oui. Ah, nous sommes vieux. Alors, j'ai dit à Fayolle, on va y aller. Il a écrit des trucs magnifiques, là. Il y a 2 bouquins qui sont illustrés sur la vallée de la Vézère et la vallée de la Dordogne par Correa. Bon, c'est publié, je ne sais pas où, enfin, dans des éditions pas possibles, on ne trouve jamais. Oui. Fayolle est quelqu'un de tout à fait intéressant. Ah oui. Ouais. Bon. Je dirais qu'à la limite, mon ennemi personnel, c'est l'ennemi de mon fils, Germinal Perrault, qui s'occupe de la vallée de la Dordogne et d'Épidore, peut être intéressant. Ah oui, vous croyez? Ça vaudrait le coup que j'aille le voir, peut-être? Oui. Oui, ça vaudrait le coup. Alors, il est député. Bah. Il était instit. Il est député, mais il défend Épidore. Et Épidore, c'est la vallée de la Dordogne. Bon. Et la vallée de la Vézère, la vallée de la Dordogne, tout ça, c'est quand même des choses assez extraordinaires. C'est-à-dire que... bon. Kléber, mon fils, sauvegarde Beynac. Germinal Perrault sauvegarde la Vézère. Gérard Fayolle sauvegarde, oui, la Vézère. Bon. Or, la Dordogne est devenue un lac du Bois de Boulogne. Il peut y avoir jusqu'à 2000 canoës par jour, avec des crétins. La Vézère, personne n'y va. Le confluent est à Limoeil. Et je crois que ce qu'on peut faire, le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est maintenant de descendre la Vézère. Simplement descendre la Vézère, il faut que vous ayez votre barque à Montignac. C'est la dernière chose que j'ai faite pour mes petits-enfants. On descend la barque à Montignac, ça il faut un camion. Bon. On la met à l'eau à Montignac et on se dit, je vais passer le pont.
Oui, et vos parents me font penser à tout ça. C'est la même façon de voir les choses. Et soit on va grotter, soit on descend les rivières. Voilà. Voilà. Ok, merci madame. Bon, écoutez, je crois que je vous ai assez embêté. Et on va enfin embêté, entre guillemets. Vous ne m'avez pas embêté du tout. Je raconte de vous. Je vais vous libérer. Libérez-moi de tous ces machins. Voilà. Voilà. Bon. Oui, enfin, vraiment, c'était pour dire que vos parents, je ne dirais pas initiés à la préhistoire, parce qu'on s'est toujours intéressé à la préhistoire. Mais ils ont été quand même de grands amis, de grands chercheurs, vous voyez, et j'ai fait plein de trucs avec eux. Voilà. Là. C'était marrant. Quelle histoire. Mais quelle histoire.